Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous êtes nombreux à vous connecter ce soir. Je vois 130 participants, c'est super chouette. Alors j'espère que tout le monde entend et voit la présentation. Alors non, il y a du son normalement. C'est simplement qu'on ne parle pas encore. On attend encore une minute. Voilà. Alors, on va y aller gentiment. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier webinaire météo sur les modèles et l'interprétation des prévisions. Euh, on avait fait un petit sondage à l'automne 2024 auprès des Vélivoles français où on avait posé la question de quels étaient vos besoins. Et il était ressorti qu'effectivement, il y avait eu ouais, pas mal d'intérêt pour des formations en ligne. Et donc, on s'est dit au sein de la commission météo qu'on allait en proposer un petit peu plus. Donc, l'année dernière, on en a proposé deux au printemps. Et cette année, on réitère avec ce premier webinaire, donc qui est assez technique. Et il y en a un deuxième qui va suivre le 19 mars avec un prestataire météo qui sera cette fois-ci Xeterm. Voilà. Donc, avant de commencer, quelques informations pratiques. La formation durera au total à peu près 1h30. On a prévu avec Franck 1 heure de présentation et une demi-heure de questions. Pendant la présentation, vous pouvez poser vos questions par écrit dans le petit onglet Q et R, questions-réponses. Évidemment, vos micros seront coupés pendant la présentation. Vous n'aurez pas la possibilité de parler. Et par contre, il y aura un temps pour toutes les questions à la fin. Donc, à la fin, on prendra peut-être quelques questions à l'oral et on y répondra aussi en direct. Et le webinaire est enregistré, l'enregistrement a déjà démarré et il sera mis à disposition en replay sur la chaîne YouTube de la fédération. Voilà, donc on espère que vous apprécierez cette présentation qu'on a mis du cœur à préparer avec Franck. Donc justement, aujourd'hui, on va vous parler de ces outils de prévision à deux voix. Donc moi-même, Aude, je suis membre de la commission météo depuis quelques années maintenant, membre aussi du bureau directeur de la fédération. Je vole au planeur d'Ille-et-Vilaine en Bretagne. Et puis, professionnellement, je suis prévisionniste à Météo Suisse et je travaille à Genève. Et puis, au niveau mon activité vol à voile, je fais pas mal d'instructions et de compétitions. Et j'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui de Franck, que je laisse se présenter. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Franck Lefebvre, je vole au CVVFR, le centre vol à voile de Fontainebleau et sa région, basé à Moret, en Seine-et-Marne. Quand je ne suis pas dans un planeur, je suis chercheur au LATMOS, qui est un laboratoire qui s'intéresse à la physique et chimie de l'atmosphère, avec une partie de ma carrière effectuée au centre de recherche de Météo France à Toulouse. Et donc, je commence. Je commence, Aude? Oui. Tu peux y aller. Écoutez, ben c'est super. Je suis super content qu'on soit si nombreux. Ça prouve que le sujet vous intéressait. J'espère qu'on sera à la hauteur de vos attentes. Si je dis ça, c'est parce que les Vélivoles est justement une communauté qui est assez experte en météorologie. Je crois que parmi les fédérations sportives, c'est peut-être même la fédération la plus experte en météo.
Pourquoi? C'est un peu évident, hein, c'est parce que c'est la météorologie en fait qui nous fait voler. On peut dire ça. Si on veut voler plus de 5 minutes, on est obligé d'avoir une bonne connaissance théorique et empirique de la météorologie. On est notamment des spécialistes des thermiques, de la convection peu profonde, comme on le dit dans notre jargon. On est aussi des spécialistes des brises de vallée, des ondes, pour ceux qui ont la chance de voler en montagne. Donc, ce ne sont pas des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On est très habitué aussi à consulter les prévisions météo, que ce soit pour prévoir quand est-ce qu'on va se rendre au club, quand est-ce qu'on va voler, ou même le jour même pour notre stratégie de vol. Mais peut-être qu'un aspect qui est moins connu de la communauté Vélivol, ce sont les coulisses en fait de la prévision météo, c'est-à-dire les enjeux techniques qui sont derrière la prévision. Comment se fabrique une prévision météo? Quelle est l'anatomie d'un modèle de de prévision numérique du temps? Donc, c'est les sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec l'objectif déjà de mieux connaître ces outils pour prévoir le temps et puis aussi de mieux prendre conscience de leurs limites et avoir un peu de recul en fait sur les prévisions qu'on consulte tous les jours en saison avant d'aller voler ou le jour même, et aussi avoir du recul sur les situations qui nécessitent une interprétation plus fine et donc pour une prévision optimale, avoir du recul en fait sur les résultats bruts qu'on va trouver sur nos sites Vélivol préférés. Voilà, donc voici le plan de notre présentation. Donc, comme l'a dit Aude, ce sera une présentation à deux voix. Je vais commencer par vous présenter donc les grandes étapes de la prévision numérique du temps. Donc, on va parler des observations, de l'état initial, les modèles, le calcul proprement dit de la prévision. Ensuite, Aude vous parlera de la prévision d'ensemble et des limites des modèles, puis du post-traitement, ce qu'on appelle le post-traitement statistique, on en reviendra. Et puis, on vous présentera aussi les caractéristiques des sites de prévision Vélivol et des produits qu'ils nous proposent pour aller voler, et aussi quelques exemples pour finir. Un exemple de situation un peu plus délicate qui montre un peu l'analyse, enfin, les difficultés que peuvent rencontrer certains modèles dans des situations plus compliquées. Et puis, on conclura donc ce webinaire ensuite, à la fin. Donc, prochaine slide, voilà. Donc, je vais, en introduction, donc voici les grandes étapes de la prévision numérique du temps que nous allons détailler ensuite dans la suite de ce séminaire. Donc, je vais commencer par enfoncer une porte ouverte. Évidemment, avant de prévoir le temps, il faut d'abord connaître la situation initiale, au temps T. On veut connaître cette situation initiale aussi bien que possible, idéalement parfaitement. Il faudrait qu'on connaisse tous les paramètres météorologiques sur le globe entier et à toutes les altitudes. Et donc, cet état initial, au temps T, on l'appelle l'analyse dans notre jargon. Et donc, pour fabriquer cette analyse, on va utiliser des observations, donc c'est le point 1, donc, qui vont nous aider à construire cette analyse, la situation de départ au temps T. Une fois que nous avons cette situation de départ, nous allons calculer notre prévision avec un modèle numérique, c'est le point 3, qui va nous donner une situation prévue au temps T plus delta T. Ça peut être quelques heures jusqu'à plusieurs jours plus tard. Et une fois que nous avons cette situation, ce résultat, cette situation au temps T plus delta T, la prévision, si vous voulez, il y a une étape très importante qui est le post-traitement, qui va donc utiliser les résultats du modèle pour calculer des diagnostics qui ne sont pas en standard calculés par le modèle. Et c'est justement le cas des paramètres tels que la vitesse verticale ou le plafond qu'on rencontre, dont nous, Vélivol, avons besoin pour aller voler. Donc, nous allons détailler maintenant chacun de ces étapes. Et évidemment, j'ai mis ici l'expertise et l'expérience du ou de la météorologue, puisqu'évidemment, la prévision numérique, c'est l'outil principal du météorologue. Mais c'est toute son expertise, son expérience, notamment des spécificités locales qui vont faire la différence et qui vont lui permettre d'affiner sa prévision en fonction de l'environnement. Donc, commençons par les observations. Alors, ici, comme exemple, nous avons pris un exemple réel qui sont les observations qui sont ingurgitées pour
calculer l'analyse du 26 janvier dernier, donc c'était il n'y a pas longtemps, c'était juste il y a 3 semaines, à 0 heure. Donc, on va prendre pour ça toutes les observations disponibles entre 21 heures et 3 heures du matin. Donc, vous voyez qu'on encadre de 3 heures la date de minuit. C'est pour calculer l'analyse du 26 janvier à minuit. Donc, pour ça, on va collecter toutes les observations possibles. On commence ici par les stations sol et les bateaux. Donc, les stations sol, ne faites pas attention aux couleurs pour l'instant, c'est simplement les différents types de stations. Mais vous avez ici la répartition sur le globe de toutes les mesures de pression, de température et d'humidité au sol par les stations. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de mesures et ces mesures sont transmises en temps réel sur le réseau météorologique mondial et ingurgitées par les modèles pour définir justement cet état initial. Alors, il y a beaucoup de mesures, mais ce qui frappe, c'est l'hétérogénéité des mesures. Vous voyez que, par exemple, évidemment, les stations sol, il n'y en a pas au-dessus des océans, donc nous n'avons pas de mesure de pression par des stations sur 70% de la surface du globe. Il y a des mesures qui sont faites sur les îles, aussi par certains navires de commerce qui participent aux mesures de pression et de température au niveau du sol. Donc voilà, vous voyez aussi qu'en Afrique, par exemple, il y a une haute latitude du Canada, Groenland, ainsi qu'en Antarctique, on a très peu de mesures de pression. Donc déjà, on a une idée de l'hétérogénéité des mesures. Donc ça, ce sont pour les mesures donc, sur la terre ferme. Donc, ensuite, nous avons des mesures de bouée qui vont pallier à ce manque de mesures sur les océans. Donc, ce sont essentiellement des bouées dérivantes. Ce sont tous les petits points verts que vous voyez sur cette carte, qui sont des bouées donc, qui sont larguées et qui dérivent à la surface de l'océan et qui sont chargées de mesurer essentiellement la pression et la température de surface de la mer. Donc, vous imaginez que c'est extrêmement important, notamment sur l'Atlantique Nord. On a absolument besoin de mesures de pression à la surface qui vont contraindre notre analyse et qui vont être très importantes pour la formation, quand on va vouloir calculer la formation des perturbations et leur évolution sur l'Atlantique Nord. Pour l'instant, avec les stations sol et les bouées, nous n'avons que des mesures au niveau du sol, alors que nous voulons idéalement des mesures sur toute la colonne d'atmosphère, donc sur toutes les altitudes. Donc, historiquement, ces mesures sur la verticale, elles sont fournies par les radiosondages. Donc, c'est la troisième carte que vous voyez là. Vous avez ici la répartition des stations de radiosondage. Donc, ce sont des mesures essentiellement de température, humidité et vent par des petits ballons qui sont largués au sol et qui vont jusqu'à environ 30 km d'altitude. Et vous voyez ici qu'on a beaucoup moins de mesures, c'est assez évident. Elles sont très inégalement réparties, essentiellement États-Unis, Chine, Europe occidentale, mais pour le reste, c'est quand même un grand désert. Vous voyez qu'en Afrique, Amérique du Sud, on n'a presque rien et nous n'avons aucune mesure du profil vertical de température au-dessus des océans, au niveau des océans. Et pourtant, les radiosondages, c'est un peu la mesure reine, c'est la mesure la plus précise, celle qui a le plus de résolution verticale, et c'est celle donc qui est la plus puissante en fait pour contraindre, pour fabriquer notre analyse. Et vous voyez qu'il va nous manquer énormément de mesures pour avoir ce profil de température souhaité, par exemple, sur l'ensemble du globe. Donc, des grands trous de données. Ensuite, nous avons après les radiosondages, les avions. Alors, sachez que les avions sont très importants, fournissent une quantité très importante de données pour les centres météo. Environ 15 à 20% de la flotte actuelle participe au réseau météorologique mondial via le système AMDAR, qui transmet les mesures de température et de vent, parfois l'humidité, via la CARS, et aussi, depuis quelques années, on interroge aussi le transpondeur mode S, qui renvoie le nombre de Mach, notamment, et à partir de la vitesse R et du nombre de Mach, on peut déduire la température. Donc évidemment, les avions sont très importants pour positionner les courants de jet, puisque ce sont ils utilisent les courants de jet pour la croisière, donc ils donnent des informations essentiellement sur le vent et la température au niveau du vol de croisière, mais aussi ils fournissent des profils verticaux de température et de vent lorsqu'ils décollent et lorsqu'ils atterrissent. Donc on a énormément de données au voisinage des aéroports. Donc ça, c'est pour la contribution des avions qui est très importante. Nous avons enfin les satellites, à commencer par les satellites géostationnaires.
donc qui sont positionnés au-dessus d'un point fixe, comme leur nom l'indique, à 36 000 km d'altitude. Et vous voyez qu'avec 5 satellites géostationnaires positionnés intelligemment, on arrive à couvrir quasiment tout le globe. Alors attention, hein, ce n'est pas la panacée. D'abord, vous pouvez voir que pour des raisons géométriques, on ne voit pas les régions polaires, puisque à cause de la courbure de la Terre, les satellites géostationnaires ne voient pas les latitudes, disons, supérieures à 60 degrés nord et 60 degrés sud. On voit essentiellement que les latitudes moyennes et tropicales. Et ensuite, les satellites géostationnaires ne mesurent pas tout. Ils ne mesurent que la température de surface et la température de sommet des nuages. Donc, on ne connaît en gros que 2 niveaux de température, qu'à la surface et au sommet des nuages. Et aussi, une contribution très importante, comme ils fournissent une image toutes les 10 minutes des nuages dans le canal visible, on peut voir le déplacement des nuages à partir duquel on va pouvoir calculer les vents. Mais ces vents ne seront connus évidemment qu'à l'altitude des nuages. Donc, nous n'avons pas de profil vertical du vent ni de la température avec ces satellites géostationnaires. Bien que ceci va bientôt changer avec les nouveaux instruments. Donc voilà pour les géostationnaires. Très forte couverture, vigie permanente toutes les 10 minutes, mais les données restent quand même très partielles. Et enfin, nous avons les satellites défilants. Alors eux, ils volent à plus basse altitude, environ 800 km, et leur job principal, c'est de mesurer cette fois-ci le profil vertical de température grâce à des spectromètres infrarouges à haute résolution. Et donc, ils vont passer au-dessus d'un point fixe à peu près à 2 heures locales seulement. Et ce n'est pas une couverture temporelle permanente comme les satellites géostationnaires, mais ils vont être très importants pour fournir des informations sur la température et aussi l'humidité le long de la verticale. Attention, un satellite infrarouge est aveugle quand il y a des nuages. Il ne voit pas à travers les nuages. Donc, quand il y a des nuages, on utilise des instruments micro-ondes qui vont prendre le relais, mais qui ont une précision dégradée par rapport aux satellites, par rapport aux instruments infrarouges. Voilà pour... Vous avez ici, en fait, une vue, ce n'est pas tout, j'ai mis l'essentiel, une vue à peu près d'ensemble de toutes les mesures qui sont ingurgitées à un temps T, disons pour l'analyse de 0 heure le 26 janvier dernier, pour construire notre analyse. Et ça change évidemment tous les jours, suivant la disponibilité suivant les vols des avions, par exemple. Mais grosso modo, voici à peu près l'étendue des données, des millions de données qui sont collectées en temps réel par les modèles. Alors, visuel suivant. Donc, notre état initial, nous avons vu que les observations sont incomplètes. Elles ne mesurent pas tout. Nous, idéalement, on voudrait avoir tous les paramètres météo sur tous les points du globe, à toutes les altitudes. On en est vraiment très, très, très loin. Et elles ont une couverture inégale. Et c'est un peu le drame de la météorologie, c'est que même si on avait un modèle de prévision parfait, notre prévision finira par se dégrader tout simplement parce que l'état initial de l'atmosphère n'est pas parfaitement connu. Donc, il va falloir utiliser des subterfuges pour pallier à ce manque cette inconnaissance, disons, de l'état initial de l'atmosphère. Donc, on va trouver un compromis mathématique entre, d'une part, environ une dizaine de millions d'observations, c'est à peu près l'ordre de grandeur du nombre d'observations qui arrivent par le réseau météorologique en temps réel, qui ont des erreurs et qui sont incomplètes, et puis une prévision du modèle à ce même temps T, qui contient aussi des erreurs évidemment, mais qui, elle, a l'avantage d'être complète, puisque le modèle, par définition, calcule tous les paramètres météorologiques sur tous les points de sa grille. Et quand on va faire ça, on va faire très attention de tenir compte des caractéristiques de chaque observation, c'est-à-dire notamment de sa qualité. Il est évident que si une mesure qui a une très bonne précision aura un poids beaucoup plus important qu'une mesure qui aura une faible précision. Ça, c'est évident. Donc, à chaque fois qu'on va ingurgiter un jeu de données, on va tenir compte de sa qualité et son poids sera proportionnel à sa précision. On va tenir compte de sa densité, par exemple, pour reprendre l'exemple des avions.
Sur une plateforme comme Roissy, on peut avoir jusqu'à 200 profils de température par heure. Et évidemment, on n'a pas besoin d'autant de précision. Donc, on va sélectionner les meilleures données, on va éliminer des données de façon à ne pas surcharger le traitement mathématique de ces données. Et on va tenir compte aussi, c'est un autre exemple de leur résolution, notamment résolution spatiale, c'est-à-dire horizontale ou verticale. Si je prends l'exemple, par exemple, du sondage de température par satellite infrarouge, c'est l'image que vous avez en bas à droite, il faut savoir qu'un satellite qui va mesurer la température dans l'infrarouge, sa résolution verticale dans les basses couches de l'atmosphère est d'environ 1 à 2 km. C'est-à-dire que nous, par exemple, Vélivol, qui volons en gros dans les 2 premiers kilomètres au-dessus de la surface, un satellite, lui, il va voir un point de température. Il va mesurer un point de température moyenné dans cette couche. Si on a de la chance, on aura peut-être 2 points. Donc vous voyez qu'il est hors de question d'initialiser un modèle avec un point moyen sur les 2 premiers kilomètres de d'altitude où la température varie très fortement. Donc ça, ce sont des choses dont il va falloir tenir compte. Et donc, on va intégrer de façon intelligente dans les modèles le point de mesure du satellite pour essayer de reproduire un profil vertical de température initial, qui soit crédible. Et enfin, le point extrêmement important, il faut respecter les lois de la physique quand on va initialiser le modèle. Je vais prendre 2 exemples. Par exemple, si on modifie la pression en un point sans modifier les vents en même temps au même point, on va avoir un gros problème puisque les lois de la physique entre le vent et la pression ne seront pas respectées. Donc, dès le départ, notre modèle ne va pas apprécier, ça va créer une instabilité locale et notre prévision sera tout de suite dégradée. Donc, il faut faire attention qu'en chaque point, tous les paramètres soient physiquement cohérents entre eux. Autre exemple, si on modifie si on est proche de la formation d'un nuage, si on modifie la température sans modifier l'humidité ou le contenu en eau liquide, on aura également un gros problème. Dans le modèle, ça va créer tout de suite une instabilité ou des précipitations qui n'existent pas. Donc, à chaque fois qu'on va initialiser le modèle en un point, il faut que tous les paramètres météo soient cohérents physiquement entre eux. Donc, pour faire ça, c'est tout un art, en fait. C'est cet art qui est de combiner les observations avec une prévision précédente du modèle, ça s'appelle l'assimilation de données. Et là, c'est un petit schéma qui vous montre en gros quel est le cheminement qu'on va suivre. Donc, on va prendre notre modèle de prévision, une prévision très courte, disons de quelques heures, qui contient des erreurs. Ça, c'est en haut à gauche. On va prendre notre réseau d'observation. Vous avez vu que chaque observation a ses propres erreurs. Elles sont distribuées de façon très inhomogène et on va essayer de combiner tout ça pour conduire à notre fameuse analyse, qui est donc notre situation de départ, qui, en principe, va être complète et qui devrait contenir des erreurs aussi, mais plus petites que celles que nous avions initialement. Donc, je vais essayer de vous expliquer simplement comment, en pratique, est-ce qu'on fait ça. Et ça s'appelle on utilise notamment des méthodes variationnelles. Et un exemple, je vais vous prendre l'exemple de la méthode variationnelle 4D qui est utilisée par le modèle du Centre européen, qui est le modèle de référence actuellement au niveau international. Supposons que nous voulions trouver la température réelle à 12 heures, la température analysée. Donc, on va simplifier le problème. Je ne vais prendre qu'un seul point et on va s'occuper que de la température. Donc, on veut notre température à 12 heures. Pour l'instant, nous n'avons aucune observation, mais je connais ma température à 9 heures, celle de l'analyse précédente, donc 3 heures avant. C'est le point rouge que vous voyez là. Et donc, à partir de cette analyse précédente à 9 heures, je vais faire une prévision. Vous voyez, c'est de l'évolution de la température sur un créneau qui encadre mon heure de 12 heures. Donc, je vais de 9 heures à 15 heures. Et vous avez ici l'évolution de la température entre 9 heures et 15 heures. Vous voyez que c'est une évolution harmonieuse qui respecte en tout point les lois de la physique et qui nous donne une première estimation de la température à 12 heures. C'est le point rouge qui va apparaître ici. Voilà ma première estimation de la température à 12 heures qu'on appelle l'ébauche ou le first guess. Je n'ai toujours pas d'observation pour l'instant. Ensuite, le réseau météorologique mondial m'envoie toutes les observations et j'ai tous ces points bleus qui représentent sur mon créneau entre 9 heures et 15 heures, qu'on appelle la fenêtre d'assimilation, toutes les observations de température que vous avez, ce sont les points bleus que vous voyez là.
vous voyez qu'il y a des écarts, que ma prévision est imparfaite. Mais chaque observation a aussi sa propre erreur dont il faut tenir compte. Donc, ce que nous allons faire maintenant pour essayer d'optimiser en fait le trajet de la température pour se rapprocher au maximum des observations, on va utiliser une version spéciale du modèle qui s'appelle le modèle adjoint. C'est une version du modèle qui est capable de faire marche arrière dans le temps et qui va examiner la sensibilité du modèle au voisinage de chaque erreur à la condition initiale. Le job de ce modèle adjoint, qui est en orange, c'est de définir une nouvelle condition initiale. C'est la petite flèche orange que vous voyez à 9 heures ici, qui sera donc le point vert, et qui va définir donc une situation initiale qui va nous permettre de passer au plus près des observations. Et maintenant, si je fais cette nouvelle prévision, pardon, à partir de cette initialisation optimisée, vous voyez qu'on passe beaucoup plus près des observations. Et donc, ma nouvelle température analysée à 12 heures, c'est le point vert que vous voyez apparaître maintenant, et qui va définir, voilà, voici ma température analysée à 12 heures. Et vous voyez qu'on ne passe pas strictement sur les observations. Et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable, hein, puisque les observations ont aussi leurs erreurs. Nous ne sommes pas obligés de passer exactement sur les observations. Mais ma courbe reste harmonieuse. Elle respecte en tout point les lois de la physique. Et c'est comme ça, en fait, que fonctionne une méthode variationnelle pour définir l'analyse à une heure donnée. On essaye d'optimiser la trajectoire d'un modèle sur un créneau horaire de façon à se rapprocher le plus possible des observations. Alors, en vérité, attends, je n'avais pas fini, Aude. En vérité, c'est un processus itératif, hein. Il faut plusieurs dizaines d'itérations avant d'obtenir cette courbe verte optimisée. Et en plus, là, j'ai réduit le problème à un seul paramètre, la température, mais ce processus se fait pour tous les paramètres météorologiques en même temps, puisqu'ils sont tous liés, hein, température, humidité, vent, etc. Et il se fait pour tous les points de grille du modèle en même temps, c'est-à-dire qu'on va multiplier ce problème par plusieurs centaines de millions de points. Donc, vous voyez la dimension mathématique du problème, la question de l'assimilation va occuper énormément de temps de calcul et même parfois plus de temps de calcul que la prévision proprement dite, parce qu'on doit assimiler des millions de données et analyser la sensibilité du modèle au voisinage de toutes ces millions de données pour des millions de points de grille et plusieurs paramètres météorologiques en même temps. Donc ça, c'est l'objectif de... Voilà comment se construit en fait l'état initial. Là, on peut passer à la slide suivante. Ici, cette graphique vous montre l'évolution en fonction du temps. Donc, vous avez les années en abscisse depuis 2009 du nombre d'observations qui sont absorbées par le modèle AROME, ici, en fonction du temps, par mois. Et vous voyez que depuis 2015-2016, il y a une véritable explosion du nombre de données à ingurgiter pour construire l'analyse. C'est essentiellement dû à l'assimilation des données de radar, de précipitation. Et vous voyez que pour le modèle AROME, il s'agit d'intégrer environ 1,5 million d'observations toutes les heures. Et pour ARPEJ, qui est un modèle donc global, on doit intégrer environ 7 millions d'observations toutes les 6 heures. Alors, ça paraît beaucoup, mais c'est à comparer avec le nombre de points que composent ces modèles, qui est de l'ordre plutôt de la centaine de millions. Donc, vous voyez c'est un modèle c'est un problème qui est mathématiquement vraiment sous-déterminé. On n'est pas assez contraint, on a très peu d'observations par rapport au nombre d'observations souhaitables si on voulait initialiser parfaitement, entre guillemets, notre modèle. Donc, voilà, nous sommes contents, nous avons un état initial qui est aussi parfait, entre guillemets, que possible, avec toutes les observations qui sont disponibles réparties sur le globe. Maintenant, je vais vous présenter donc l'anatomie d'un modèle de prévision numérique du temps. Alors, comme vous devez le savoir, ce que l'on fait, c'est qu'on va découper l'atmosphère en petits cubes, en gros, discrets, donc en gros, qui vont avoir comme taille environ de 1 km à 50 km de côté sur l'horizontale. C'est ce qu'on appelle la maille. Et à l'intersection de chaque maille, on a ce qu'on appelle des points de grille
Et c'est sur ces points de grille que seront faits tous les calculs de la météorologie. Alors, on a pour habitude, donc ça c'est pour le plan horizontal. Sur la verticale, donc, on va aussi empiler tous ces cubes. Ils seront très rapprochés au niveau du sol, hein. L'épaisseur sera de l'ordre de la dizaine de mètres. Et puis, au fur et à mesure qu'on va monter en altitude, ils seront de plus en plus grands et ils auront une taille qui vont aller jusqu'à plusieurs kilomètres d'épaisseur quand on atteindra les hautes altitudes, typiquement dans la stratosphère. Donc, ils n'ont pas tous la même taille, la même hauteur, si vous voulez, suivant la verticale. C'est ces cubes qui sont empilés. Et puis donc, traditionnellement, on a pour coutume de séparer les modèles de prévision en deux parties, ce qu'on appelle la partie dynamique, qui, elle, va se charger de calculer les mouvements des grandes masses d'air entre les cubes adjacents. Donc ça, cette partie dynamique, elle est essentiellement composée d'équations qu'on appelle les équations primitives, mais qui sont en fait les équations de la dynamique des fluides. En gros, l'atmosphère, c'est un fluide qui est sur une boule qui tourne, qui est la Terre, en fait, en plus son système atmosphère. Et donc, ce sont les équations qui résolvent la conservation du mouvement, de la quantité de mouvement, de la masse et de l'énergie totale. Ce sont des équations qu'on peut résoudre assez exactement, mais à l'échelle, évidemment, de nos cubes qui font quelques kilomètres. Donc là, ces équations vont se charger de transporter essentiellement les masses d'air, si vous voulez. Et puis, il y a une partie qu'on appelle physique, qui va calculer tous les processus physiques qui se passent à l'intérieur de chaque cube, notamment tout ce qui va concerner le rayonnement, les frottements et les processus qui sont de petite taille, inférieure à la maille. Alors, je vais y revenir un peu plus en détail dans le visuel suivant, parce qu'il nous concerne, nous, Vélivol. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie physique? Alors, il y a d'abord tout ce qui va concerner les échanges d'énergie suivant la verticale, sous l'effet du rayonnement. C'est ce qu'on appelle le transfert radiatif. Alors, puisque on va être soumis à l'influence du rayonnement solaire, donc qui va chauffer le sol, qui va être diffusé par les aérosols, qui va être réfléchi par les nuages, par exemple. Et ça, c'est pour le côté rayonnement visible et ultraviolet. Et puis, dans l'autre sens, nous avons le rayonnement infrarouge, donc qui va être émis par le sol, qui va être émis par l'atmosphère, qui va être absorbé par les gaz à effet de serre, qui va être réémis et absorbé par les nuages. Donc, ce sont des calculs assez compliqués qui vont résoudre tous les échanges d'énergie verticaux dus au transfert de rayonnement visible et infrarouge. Donc ça, ce sont des calculs qui s'effectuent à plusieurs longueurs d'onde, hein, donc pour bien séparer les influences du soleil et puis des gaz à effet de serre, etc., et de la vapeur d'eau qui joue un rôle primordial dans le rayonnement infrarouge. Ça, c'est le transfert radiatif. Et nous avons également tout ce qui est le cycle de l'eau, hein, qui est évidemment capital pour la météorologie, c'est-à-dire tout ce qui est condensation, formation de nuages, évaporation, les précipitations à grande échelle, qu'elles soient sous forme de pluie, de neige, le ruissellement à la surface, etc., etc. Donc ça, ce sont des processus assez compliqués et qui aussi nécessitent des calculs de microphysique, puisqu'on tient compte de la taille des gouttelettes, est-ce qu'on est en phase glace, est-ce qu'on est en phase pluie, etc., etc. Et puis, nous avons tout ce qui est les processus qui sont à petite échelle. Donc, rappelez-vous que la taille de notre maille est de l'ordre de 1 à 10 km, mais nos petits cumulus que nous aimons bien pour voler, que nous pistons en vol de thermique, eh bien, leur taille, c'est plutôt de l'ordre de la centaine de mètres ou quelques centaines de mètres au maximum. Donc, en fait, ça va peut-être surprendre quelques-uns d'entre vous, mais en fait, les petits cumulus ne sont pas représentés individuellement dans les modèles de prévision. Ils n'existent pas, parce que tout simplement, ils sont trop petits, ils sont inférieurs à la taille de la maille. Mais, cela étant dit, si on prend l'influence des thermiques dans leur globalité, on sait qu'ils sont très importants pour la redistribution de chaleur et d'humidité, et donc il faut en tenir compte, on ne peut pas les ignorer. Et donc, pour tenir compte de l'influence de ces thermiques à l'échelle de la maille, on a recours à ce qu'on appelle des paramétrisations. Alors, une paramétrisation, c'est donc une approximation mathématique qui va représenter le phénomène à l'échelle de la maille. Donc, dans le cas des thermiques que nous utilisons, nous, pour voler, eh bien, on va utiliser une approximation
qui va représenter l'influence de tous les thermiques pris dans leur globalité à l'échelle, par exemple, de 10 km, si notre maille fait 10 km. Mais individuellement, il n'y a pas de petit cumulus dans les modèles de prévision numérique du temps. Pour ce qui est de la convection profonde et les orages, qui ont une dimension qui peut être supérieure, maintenant on commence à pouvoir les représenter explicitement dans les modèles qui ont une maille de l'ordre du kilomètre. Là, ça commence à devenir possible. Mais pour un modèle qui a 10 km de côté comme maille, il y a aussi des paramétrisations pour représenter la convection profonde. Et même, il y a une recherche qui est très active là-dessus, parce qu'évidemment, la convection profonde peut donner lieu à des précipitations intenses et peut être éventuellement dangereuse. Et c'est un enjeu important pour les modèles de prévision, évidemment, de représenter tous ces phénomènes potentiellement dangereux. Et donc là aussi, on a des paramétrisations qui représentent la convection profonde pour les orages. Et puis, je passe aussi pour les différents types de sols, etc., qui sont aussi représentés dans la physique, puisqu'il faut tenir compte de la capacité en stockage en eau des sols, qui va différer si on a de l'argile, si on a du sable. Il faut tenir compte du type de végétation également, qui va être très important pour la transpiration, pour les échanges de vapeur d'eau, pour leur capacité à freiner le vent, ce qu'on appelle la rugosité, etc. Donc, dans un modèle comme Arpège, par exemple, il y a une douzaine de types de végétation et de sol, pour représenter justement cette variété de sol à la surface. Pour pouvoir calculer notamment l'inertie thermique d'un sol, c'est très important. On le sait, nous, en tant que Vélivol, puisqu'on s'attache à la température du sol est importante pour nous pour déclencher la convection. Alors, voilà, ceci étant dit, maintenant, je vais parler des modèles des deux familles de modèles de prévision, qui sont typiquement ce qu'on appelle les modèles globaux à gauche et les modèles régionaux à droite. Alors, je vous ai montré ici deux exemples qui sont ceux de Météo France. Alors, un modèle global, comme son nom l'indique, couvre la totalité du globe. Et donc, dans le cas de Météo France, il s'agit du modèle Arpège. Alors, sa particularité d'Arpège, c'est qu'il a une grille qui est déformée parce que sa grille est étirée de façon à avoir une résolution maximale sur la France et minimale aux antipodes de la France. Ça permet d'avoir un focus, plus de précision sur la France, sans augmenter, si vous voulez, démesurément le temps de calcul. Donc, Arpège est donc capable de calculer la météorologie sur l'ensemble du globe avec une résolution qui est de 5 km sur la France et d'environ 24 km aux antipodes de la France. Ce calcul se fait sur 105 niveaux verticaux jusqu'à environ 60 km d'altitude. Donc, vous voyez que ça fait environ, je crois, 300 millions de points sur lesquels les équations de la météorologie et la physique sont calculées. Pour le cas du modèle du centre européen, le modèle de référence au niveau international, on a environ 900 millions de points. Donc, on s'approche du milliard de points pour un modèle comme celui de ECMWF. Vous voyez la dimension mathématique et informatique du problème. Ce sont des codes qui sont écrits en Fortran historiquement, et l'ordre de grandeur, c'est environ 2 millions de lignes de code pour un modèle comme Arpège ou le modèle du centre européen. Donc, vous voyez, ce sont des véritables cathédrales de Fortran, on va dire, qui sont élaborées depuis environ une quarantaine d'années, et c'est le fruit de travail de plusieurs milliers de scientifiques, en fait, travail international. Voilà pour le modèle global. De l'autre côté, à droite, nous avons ce qu'on appelle un modèle régional ou un modèle à domaine limité. Alors, comme son nom l'indique, lui va se focaliser sur une région particulière, sur un point d'intérêt particulier. Dans le cas d'Arome, sans surprise, c'est la France qui est au centre de ce domaine. Et comme ce domaine est beaucoup plus petit, on va pouvoir, à temps de calcul égal, adopter une résolution horizontale beaucoup plus importante. Et dans le cas d'Arome, c'est 1,3 km sur 90 niveaux verticaux. Donc des niveaux beaucoup plus resserrés, qui vont permettre de mieux représenter la topographie, comme on parlera Aude plus tard, et les phénomènes de convection profonde également. Vous voyez que par construction, un modèle comme Arome ou d'autres modèles régionaux ne voit pas arriver les dépressions ou les perturbations qui se forment sur l'Atlantique Nord et qui vont arriver par l'ouest. Donc, pour les voir arriver, c'est pour ça qu'un modèle régional comme Arome, il va être imbriqué à l'intérieur d'Arpège
qui va fournir en fait les conditions aux limites du modèle régional. Un modèle régional ne peut jamais être utilisé seul. Il faut toujours qu'il soit encastré, si vous voulez, à l'intérieur d'un domaine plus grand, un modèle global, qui, lui, va lui fournir les conditions aux limites, qui va forcer les bords du cadre, si vous voulez, du modèle régional. Ce que vous voyez, par exemple, sur nos sites Vélivol préférés, qui utilisent des modèles à haute résolution, eh bien, ces modèles sont toujours utilisés avec un modèle global qui va lui se charger de fournir les conditions aux limites du modèle régional. Donc, on peut passer au calcul de la provision proprement dite. Alors là, à gauche, nous avons illustré un peu un cycle idéal de assimilation-prévision. Donc, on va fabriquer toutes les 6 heures, on va collecter toutes les observations disponibles, celles que je vous ai présentées tout à l'heure, qui vont nous aider à construire l'analyse. Vous avez vu que c'était un mélange, en fait, un compromis entre les observations et une prévision récente, par exemple une prévision de 6 heures. Donc, cette analyse va être faite toutes les 6 heures et on va lancer en même temps une prévision à moyenne échéance, c'est-à-dire à plusieurs jours. Dans le cas de Arome, c'est un peu plus de 2 jours et dans le cas de Arpège, c'est un peu plus de 5 jours. Donc, pour les prévisions qui sont lancées à moyenne échéance. Et puis aussi, on lance des prévisions d'ensemble dont vous parlera Aude juste après, en même temps. Alors, vous imaginez bien que pour faire ces calculs, on va avoir besoin de ce qui se fait de plus puissant sur le marché comme ordinateur. Ici, vous avez l'exemple de l'ordinateur utilisé par le modèle ECMWF, qui est situé à Bologne, en Italie, avec un peu plus de 1 million de processeurs. Et il y a deux machines similaires à Toulouse, sur à peu près un petit peu moins, avec un peu moins de processeurs, mais qui sont également utilisés pour la prévision de Arome et de Arpège. Donc, une fois que cette prévision est réalisée, il faut aussi réaliser qu'il y a un contrôle en permanence, en fait, de la qualité des prévisions. Alors, d'abord, il y a un contrôle en amont des observations qui entrent dans l'élaboration des analyses. En fait, ce contrôle, il est largement automatique, c'est-à-dire que le système d'assimilation vérifie en permanence que l'observation qui est ingurgitée dans l'assimilation est d'abord crédible physiquement, c'est-à-dire qu'elle ne s'écarte pas trop d'abord de la prévision initiale, ni des lois de la physique, entre guillemets, si je peux dire, ni des observations qui sont autour d'elle, car cela pourrait signifier qu'il y a un problème en fait de mesure. Donc, la plupart des mesures qui sont défectueuses ou qui apparaissent non physiques sont automatiquement rejetées par le système d'assimilation, car si ce n'était pas le cas, en fait, ça introduirait tout de suite une erreur dans la prévision. Donc, il y a vraiment un système automatique de contrôle qualité dans l'élaboration de ces analyses au niveau de l'assimilation. Mais il y a aussi un suivi de la performance a posteriori. Pour ça, on utilise des indicateurs statistiques. Je vous montre ici juste un exemple. Donc, ce suivi se fait à toutes les échelles de temps. Là, c'est un exemple qui est pris aussi il n'y a pas très longtemps. C'est entre les 3 semaines de janvier 2026. Et ce que vous avez ici, c'est chaque jour, vous avez ce qu'on appelle la corrélation d'anomalie sur le géopotentiel à 500 millibars. Ça représente donc les performances de prévision à 5 jours sur le géopotentiel à 500 millibars, c'est-à-dire à peu près à 5 km d'altitude. Et ce coefficient représente donc la capacité du modèle à bien placer, avec la bonne amplitude et à bien les placer géographiquement, les centres de haute et de basse pression. Quand ce coefficient est égal à 100%, ça veut dire qu'on a une prévision qui est parfaite. D'accord ? Vous voyez qu'ici, on est compris entre 96 et 99%. Et vous voyez qu'au jour le jour, ce coefficient varie, hein, évidemment, suivant la position des centres dépressionnaires ou anticycloniques. Et vous avez ici 6 modèles globaux différents, Japon, Canada, USA, anglais, français, ECMWF. Et vous voyez que celui qui a le meilleur score sur cet exemple, c'est le modèle ECMWF. Vous voyez que la courbe rouge a le score qui se rapproche le plus de 100%. Et bon, ce n'est pas très surprenant puisque depuis bien longtemps, c'est le modèle du Centre européen ECMWF qui est statistiquement le meilleur modèle au niveau global, qui a le meilleur score. Donc, il y a vraiment un suivi au jour le jour sur énormément de paramètres,
de la performance des prévisions afin d'isoler les forces et les faiblesses de chaque modèle. Il y a aussi un suivi à long terme. Alors là, je vous montre, c'est toujours le coefficient la corrélation d'anomanie sur le géopotentiel à 500 millibars, donc toujours à peu près à 5 km d'altitude, sauf que cette fois-ci, on regarde ça depuis l'année 1982. Et les 4 courbes que vous voyez, ce sont les prévisions à 10 jours, 7 jours, 5 jours et à 3 jours en bleu. Alors, d'abord, je vais commencer par la palissade. Vous voyez que le coefficient est meilleur pour les prévisions à 3 jours. Évidemment, on prévoit beaucoup mieux à 3 jours en bleu qu'on ne le fait à 10 jours en jaune. Ça, c'est pas très surprenant. Mais ce qui est la deuxième observation, c'est que toutes ces courbes montrent une croissance quasi continue de cette corrélation d'anomalie. Ça veut dire que la qualité de la prévision s'améliore de façon quasi continue depuis les années 80. Ça, c'est quelque chose qui est incontestable objectivement, hein, quand on fait un calcul statistique. On voit que cette courbe, qu'on a vraiment une croissance de ce coefficient d'anomalie. Et si on regarde maintenant, si vous voyez si on regarde la fin, les valeurs les plus récentes de la courbe rose, qui représentent la prévision à 5 jours, vous voyez qu'en 2025, nous avons à peu près la même valeur que nous avions à 3 jours en l'an 2000, en gros. Vous voyez, ça veut dire qu'on prévoit aussi bien à 5 jours maintenant qu'on le faisait à 3 jours en l'an 2000. En gros, depuis l'an 2000, nous avons gagné à peu près 2 jours de prévision en performance. Et c'est à peu près la règle générale pour la plupart des indicateurs statistiques. En gros, nous gagnons 1 jour de prévision tous les 10 ans en performance pour les grands modèles globaux actuels. Et voilà pour le suivi de la performance. Donc, je vous propose, maintenant, nous allons parler de la prévision d'ensemble, et c'est Aude qui va donc prendre le relais pour la prévision d'ensemble. Ouais, merci beaucoup Franck. Alors, on va parler maintenant de la prévision d'ensemble parce que c'est aujourd'hui un sujet incontournable quand on regarde des prévisions météorologiques. Donc en fait, pourquoi on fait de la prévision d'ensemble? C'est parce que comme Franck l'a déjà expliqué, euh, en entrée d'un modèle météo, l'état initial qu'on va estimer à l'aide de toutes nos observations, eh ben, c'est déjà quelque chose qui fait l'objet d'une certaine incertitude parce que la description, elle n'est pas exhaustive, on n'a pas des informations en tout point de l'atmosphère sur le temps présent. Donc notre état initial, il est déjà incertain parce que les observations sont limitées. Ensuite, les modèles de prévision du temps, ils sont bâtis sur notre compréhension actuelle des processus atmosphériques, qui est évidemment incomplète, et pour beaucoup de processus, de petite échelle notamment, la description, elle est vraiment très très sommaire, c'est vraiment des approximations. Franck a évoqué les paramétrisations des phénomènes de petite échelle. Eh bien oui, on n'est pas capable aujourd'hui de représenter tous les processus atmosphériques. Et donc, à ce niveau-là, on va aussi avoir de l'incertitude, et in fine, eh ben forcément, la prévision qu'on obtient à la fin, elle est elle aussi très incertaine. Et donc, l'objectif de la prévision d'ensemble, c'est de quantifier cette incertitude, parce qu'évidemment, il y a des situations météorologiques qui sont plus incertaines que d'autres, et de pouvoir comme ça avoir une prévision qui soit représentative du contexte incertain au niveau météorologique. Et généralement, ce qu'on voit quand on regarde des prévisions à différentes échéances, c'est que l'incertitude, elle a tendance à augmenter avec l'échéance de prévision. Autrement dit, que au fil du temps, eh bien, il y a une amplification des erreurs et d'une certaine manière une diminution de l'indice de confiance de la prévision. C'est pas toujours le cas comme ça, mais de manière générale, l'incertitude, elle a tendance à augmenter avec l'échéance de prévision. Donc c'est super important d'être capable de la quantifier parce que ça nous renseigne tout de suite sur la confiance qu'on va pouvoir mettre dans un certain scénario. Alors, le principe de la prévision d'ensemble, c'est relativement
simple dans l'idée. Après, mathématiquement et numériquement, c'est beaucoup plus complexe. Mais dans l'idée, c'est qu'on va se baser pour faire notre prévision pas sur un état initial, pas sur une analyse, mais on va générer un petit échantillon d'analyse à l'aide de certaines méthodes de perturbation des processus physiques. Donc on va générer plusieurs analyses et à partir de chacune de ces analyses, on va calculer l'évolution dans le futur. Et donc on va avoir comme ça en parallèle plusieurs prévisions qui vont nous donner in fine un échantillon de scénarios qui constitue en fait l'ensemble des possibles, si on veut bien, et ça nous permet de voir directement si ces scénarios sont proches les uns des autres ou au contraire s'ils ont tendance à diverger vers des solutions qui sont très très différentes. Et donc l'écart entre ces scénarios eh ben, représente plus ou moins l'incertitude de la prévision. Et vous voyez que si on avait fait tourner qu'une prévision, on arriverait peut-être au niveau de ce petit point bleu, mais quand on fait tourner plusieurs scénarios en parallèle, on voit que ça aboutit à plein d'autres endroits. Donc potentiellement, ça veut dire que si on s'en tient à cette seule prévision, petit point bleu qu'on appelle la prévision déterministe, eh ben, on passe à côté de plein d'autres scénarios possibles. Et donc évidemment, on ne peut pas s'en tenir à ça. C'est pas du tout réaliste. En tout cas, ça ne représente pas la réalité incertaine de l'évolution du temps. Et donc, on fait des prévisions ensemblistes et tous les services météorologiques nationaux qui sont un petit peu sérieux font des prévisions d'ensemble pour le grand public. Alors, en résumé, pour vous schématiser ça de façon un peu plus imagée, on va prendre plusieurs conditions initiales et en parallèle, on fait tourner le même modèle de prévision pour obtenir un ensemble de scénarios qu'on appelle chacun un membre. On obtient un ensemble de membres et donc ça nous fait une prévision d'ensemble sur laquelle on peut calculer un scénario probable, des scénarios possibles et puis des éventualités. Voilà, on peut vraiment avoir un panel de scénarios possibles à différentes échéances. Alors, quelques exemples de produits qui sont issus d'une prévision ensembliste dans nos applications météo. Donc, vous avez à gauche ici une petite capture d'écran de l'app Météo France, dans laquelle, en fait, il y a assez peu de prévisions ensemblistes, sauf le petit indice de confiance qui est ici, 2 sur 5. Ça, c'est une valeur qui est calculée d'après un ensemble de prévisions. Et donc, dans ce cas-là, ça veut probablement dire que 2 membres sur 5 donnaient l'évolution qui est affichée ici. Donc voilà, ça permet de quantifier un petit peu la probabilité de la prévision et pour vous, bah, d'interpréter derrière si ce scénario-là, il est plausible ou pas. Un autre exemple de prévision d'ensemble disponible dans une app grand public, là c'est l'app Météo Suisse. Donc c'est une prévision pour Lausanne. Vous voyez en haut des probabilités de pluie. Donc en haut c'est la probabilité qu'il y ait des précipitations sur cette période de 3 heures. Donc c'est calculé aussi sur un ensemble. Pareil, la température, vous voyez en rouge, il y a une courbe au milieu. Ça représente le scénario le plus probable, si on veut bien. Et autour de cette courbe, vous voyez un petit faisceau semi-transparent rouge. Ça indique la plage des possibles. Ça veut dire que probablement que la température, à ce moment-là, à minuit, elle sera donnée par la courbe rouge, mais c'est possible qu'elle soit un petit peu plus haute ou un peu plus basse. Et plus ce faisceau il est large, plus l'incertitude est grande. On a la même visualisation pour le vent. On a aussi des incertitudes sur les rafales, etc. Donc en fait, cette prévision d'ensemble, elle est vraiment pratique parce que ça nous permet de quantifier l'incertitude aussi pour chacun des paramètres. Et elle n'est pas toujours la même. Parfois, ça va être les précipitations qui sont incertaines, pas les températures. Et puis, on peut avoir également des produits en 2D. Par exemple, ici, vous avez des cartes de probabilité de précipitation.
qui vous donne une image directe des zones où la probabilité de précipitation est la plus forte. Donc là, typiquement, c'est sur le nord-ouest de la France. On voit que à ce moment-là, ce jour-là, la probabilité de précipitation elle est la plus grande sur les secteurs sud-Normandie jusque vers La Rochelle. En revanche, en Bretagne, ici, il y a une zone où la probabilité de précipitation elle est beaucoup plus faible. Et donc, ça change tout pour la prise de décision derrière, parce que si on a un seul scénario eh ben, on va peut-être partir sur ce scénario-là et sans en envisager d'autres, alors que quand on a des probabilités, eh ben, ça nous permet d'envisager d'autres choses et surtout de dire, bah là, est-ce que on est à 90% de chance de pluie ou bien à 20%? Et ça change tout, ce que une prévision déterministe ne permet pas. Alors, un petit exemple d'interprétation dans une situation assez récente. Donc, vous avez en haut la prévision de pluie par heure du modèle Arome sur 3 jours, que j'ai pris sur Météo Ciel. On peut se dire, d'après cette prévision, que le temps restera sec jusqu'à lundi midi. Qu'à partir de lundi midi, on dirait qu'il y a une petite séquence de pluie avec des intensités de maximum 1 mm heure. Vous voyez l'échelle à gauche. Et puis qu'ensuite il fera sec et qu'il y a un nouveau risque de précipitation le mardi en milieu de journée avec un pic cette fois-ci qui est très important. Quand vous regardez ça, vous vous dites, ah oui, là c'est sec, c'est tout bon, là aussi c'est sec, et là il y a deux séquences où il y a un risque de pluie. Ça c'est une version d'Arome. Maintenant, si on regarde pour la même période, l'ensemble Arome, donc c'est-à-dire l'ensemble des 25 membres, des 25 scénarios possibles calculés par arôme. Et ben on voit que finalement, et le dimanche, il y a quand même certains membres qui donnent des précipitations. Sur cette courbe-là, sur ce graphique, chaque courbe représente un membre, donc vous en avez 25 au total. Et en rouge, en gras, vous avez la courbe de la moyenne des scénarios. On voit qu'il y a quand même dimanche déjà quelques scénarios qui mettent de la pluie. Alors, c'est pas la majorité des scénarios, mais c'est quand même un signal qui montre qu'il y a un risque de précipitation pour dimanche après-midi. Juste après, effectivement, il n'y a aucun scénario qui donne un temps, qui donne de la pluie, donc on peut partir sur un temps sec avec une assez bonne confiance. Et puis là, et ben là, on voit également que le risque de précipitation, il est bien vu par la plupart des scénarios du modèle, puisque même la moyenne, elle réagit. Il y a un petit peu deux pics. Sauf que quand on regarde les intensités ici, on voit qu'il y a certains membres qui mettent des intensités beaucoup plus fortes que l'arôme déterministe. Donc là, comment on peut interpréter ça? Bah oui, il y a un risque assez fort de précipitation sur cette période-là. Et en plus, les intensités pourraient être assez importantes par moment. On pourrait être à 4, peut-être un peu plus, millimètres par heure. Ensuite, on voit que ça se décante, mais il y a quand même encore des membres qui mettent des précipitations. Donc le temps, il est peut-être pas tout à fait sec ici. Et puis derrière, bah, ça reprend. Et là, on voit dans l'ensemble qu'il y a aussi un pic avec des valeurs qui sont comprises entre 1 et un peu plus de 6 mm selon les scénarios. Donc si on s'en tenait seulement à cette vision déterministe, eh ben, on se tromperait quand même pas mal sur le début de la période et puis sur les intensités de précipitation. Donc vous voyez, l'ensembliste, il a quand même il contient plus d'informations que cette version déterministe et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart des prévisions qu'on fournit dans les apps météo, elles sont probabilistes, elles sont ensemblistes. Malheureusement pour nous, pour le vol à voile, on a très rarement des outils qui nous permettent de quantifier l'incertitude. Il y en a un ou deux qui se sont essayés à faire ça, par exemple SkySide, j'ai mis une carte ici où vous voyez en fait la distance potentielle de vol prévue pour une journée en couleur, et puis vous avez par-dessus superposé des points d'interrogation
dont la taille est proportionnelle à l'incertitude de la prévision. Plus le point d'interrogation est grand, et plus l'incertitude associée à la prévision est grande. Donc voilà, c'est un premier pas vers des prévisions ensemblistes, mais il est clair que c'est pas encore très développé, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de se référer aux sites de prévision générale qui fournissent des prévisions ensemblistes, comme Arome par exemple. Alors, les modèles maintenant, euh, ils sont énormément approfondis, ils ont été très très améliorés ces dernières années, notamment grâce aux évolutions des moyens de calcul, mais malgré ça, il reste quand même un certain nombre de limites pour la représentation de phénomènes qui ont une échelle assez locale. Donc, typiquement, quand on s'intéresse à ce qui se passe dans les Alpes, donc avec des processus d'ascension de l'air, de descente de l'air dans les vallées, de canalisation dans les vallées, les vents de vallée, les brises, ou bien encore les nuages convectifs, donc les cumulus notamment, des petits nuages, tout ça, c'est des phénomènes de très petite échelle qui vont poser problème au modèle parce que justement, Franck en a parlé, ils ne, ils sont trop petits pour pouvoir être représentés par des modèles qui ont des mailles même de 1 km. Ça ne suffira généralement pas pour modéliser tout ça point par point. C'est un peu l'idée de cette animation qui vous montre le développement de Cumulus. Évidemment, même avec un modèle qui a une maille de 1 km de côté, ce qui correspond à la résolution des modèles les plus aboutis aujourd'hui, eh ben, on n'est pas capable de représenter ces processus de petite échelle et donc ils seront paramétrisés. Donc, des caractéristiques d'un modèle qui nous permet d'appréhender sa qualité dans ce contexte, c'est la résolution. La résolution, en gros, c'est la taille de la maille. Plus elle est petite, meilleure est la qualité du modèle. Et on peut, pour l'exemple, faire l'exercice de représenter les Alpes françaises avec différentes résolutions. Donc, c'est-à-dire qu'on va représenter le relief avec un point tous les 23 km à gauche, un point tous les 10 km au milieu, puis un point tous les 2 km et demi à droite. Et donc on voit que quand on diminue la taille de la maille, bah forcément, on va améliorer la qualité de la représentation des Alpes. Sauf que même quand on diminue jusqu'à 1 km, malheureusement, on ne représente pas encore tout à fait justement le relief. Donc un petit exemple d'une situation pour vous montrer l'importance du relief. Donc là, c'était une situation du 31 janvier 2013. Vous avez une image satellite visible centrée sur le Massif central où on voit en fait que ce jour-là, il y avait visiblement des ressauts d'ondes soulevant du Massif central et soulevant des Cévennes, avec des jolis bancs de nuages parallèles les uns aux autres, probablement par vent d'ouest. On avait à disposition deux prévisions de deux modèles, pas deux modèles différents, mais du même modèle avec deux résolutions différentes. Vous voyez avec une résolution de 2 km et demi, sur la prévision de nébulosité, on ne voit pas ce signal de banc de nuages parallèles. Ou en tout cas, c'est très diffus, c'est un peu dilué. Il n'y a pas vraiment de pattern qui émerge dans ce secteur-là. Si on affine un peu la résolution à droite et qu'on regarde l'arôme 1,3 km, et ben là, on voit émerger un pattern avec des bancs de nuages parallèles sous le vent du Massif central et puis on voit également un petit peu sous le vent des Cévennes. Donc, quand on a une meilleure résolution, on est capable de mieux représenter les phénomènes météorologiques de plus petite échelle, mais ça, évidemment, ça a une limite, c'est qu'on ne peut pas descendre infiniment la résolution parce qu'évidemment, on est limité par la puissance de calcul de nos ordinateurs.
Donc généralement, on ne va pas descendre en dessous de 1,3 km pour les modèles développés par les centres de prévision. Il y a des modèles de recherche qui ont une résolution de plusieurs dizaines ou centaines de mètres, mais ce sont des modèles de recherche qui ne sont pas utilisés pour fournir des prévisions opérationnelles et pour le grand public. Donc dans tous les modèles dont on va parler après, évidemment, on est capable de représenter des systèmes orageux de grande échelle, mais on n'est pas capable de représenter explicitement le développement des thermiques. Et donc, nous ne sommes pas capables de calculer la vitesse verticale des thermiques. Ce paramètre-là, vitesse verticale des thermiques, il sera nécessairement diagnostiqué à partir d'autres paramètres fournis par les modèles de prévision. Alors, nos modèles ne sont pas parfaits, même s'ils sont très développés. Il y a, pour pouvoir améliorer les prévisions brutes des modèles, une étape supplémentaire qui intervient en fait après la prévision et qui va nous permettre d'améliorer un certain nombre de biais qui sont présents dans les modèles et qui va nous permettre également de pouvoir calculer des prévisions pour des points d'intérêt qui ne sont pas situés sur les nœuds de notre grille. Parce que vous vous souvenez, Franck a expliqué que les calculs sont faits au nœud des mailles. Et évidemment, si vous avez une maille qui fait 1 kilomètre de côté, ben, il y a forcément des points d'intérêt qui ne seront pas sur les nœuds et qui seront entre les nœuds. Donc, il faudra faire des opérations d'interpolation, des prévisions, pour obtenir des prévisions entre les nœuds. Et ces opérations-là, on va les faire lors d'une étape a posteriori qu'on appelle le post-traitement statistique, qui se base sur les prévisions brutes du modèle, sur des observations et sur tout un tas d'autres paramètres ou d'indices qui vont nous aider à améliorer les prévisions. Et ce post-processing, il peut faire intervenir des techniques de machine learning, donc des algorithmes qui auront été entraînés précédemment pour améliorer la prévision de certains paramètres pour des points donnés. Donc ce post-processing, il permet de corriger les biais systématiques, pas tous, mais la plupart. Il permet aussi de mieux considérer les conditions locales parce qu'on peut artificiellement améliorer la résolution en ajoutant des calques de relief à haute résolution, par exemple. Le post-processing nous permet également de combiner différentes sources d'informations, par exemple différents modèles qui se succéderaient dans le temps. On peut combiner un modèle qui va faire des prévisions à courte échéance avec un modèle qui va faire des prévisions à plus longue échéance, sans qu'il y ait de discontinuité d'une prévision à l'autre. Et in fine, ça nous permet d'obtenir des prévisions qui sont optimisées pour n'importe quel lieu. Et évidemment, si on utilise en entrée un modèle ensembliste avec plusieurs scénarios, eh ben, on peut avoir également en sortie des prévisions ensemblistes. Ce qui est très utile quand on s'intéresse à l'incertitude des situations. Alors malheureusement pour nous, malgré cette étape de post-traitement des modèles qui est systématique aujourd'hui, qui est utilisée par beaucoup de services météo et aussi par les prestataires météo qui vous fournissent des prévisions pour le vol à voile, et ben, malgré cette étape supplémentaire, il y a toujours des erreurs qui subsistent dans certaines situations et c'est important de connaître ces situations pour être capable de bien interpréter les prévisions. Donc, tout ce qui est phénomène de petite échelle, comme les thermiques, la convection ou les orages, la représentation, elle va rester imprécise malgré tout, parce qu'on a affaire à des phénomènes qui sont tellement multifacteurs et qui sont aussi tout simplement de trop petite échelle pour être correctement observés. Eh ben,
il y aura toujours de l'incertitude dans ces situations-là. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on a parlé de vérification des prévisions, mais les scores de prévision pour les paramètres au fil d'une année, ils sont généralement les plus mauvais en été parce que c'est là qu'on a de la convection et des orages. Et au contraire, les scores s'améliorent en hiver parce qu'on a des situations plus stables, plus persistantes, qui posent beaucoup moins problème au modèle. Ensuite, il faut savoir que la plupart des modèles météorologiques n'ont pas une représentation exhaustive des aérosols. Ils sont même parfois carrément pas modélisés, c'est-à-dire que tout ce qui est poussière saharienne, les particules d'incendie, les pollens, la pollution, etc., ce n'est pas pris en compte dans le modèle. Et donc, dans ces situations-là, quand on a des panaches sahariens qui remontent depuis l'Afrique du Nord, ça peut aussi engendrer des grosses erreurs de prévision. Ensuite, la représentation de l'humidité des sols et de l'enneigement dans les modèles, elle n'est pas toujours non plus calée sur la situation réelle. Il peut y avoir certains modèles qui mettent régulièrement à jour leurs composantes sol avec des mesures d'humidité, mais c'est peu fréquent. Euh, et puis la plupart du temps, les modèles ont en fait plutôt des atlas climatologiques qui donnent une information assez lissée sur une année de l'état de l'humidité du sol et de l'état d'enneigement des massifs. Donc dès lors qu'on va être dans une situation qui est loin des normes, loin de l'évolution saisonnière habituelle, eh ben, on va avoir des problématiques euh, de surestimation, par exemple, de la force des thermiques, de surestimation des températures, parce que si les sols sont très très humides, bah, évidemment, et que le modèle il pense que les sols sont moins humides, eh ben, c'est clair qu'on va avoir des écarts entre les prévisions et les observations. Donc quand il a plu beaucoup pendant plusieurs semaines, méfiance, les prévisions ont tendance à être un petit peu optimistes sur la partie vitesse des thermiques et hauteur des thermiques. Pareil, si vous volez dans les Alpes et que le printemps a été très très enneigé, méfiance, le manteau neigeux qui peut être anormalement étendu ne sera pas bien pris en compte par le modèle et donc le modèle peut aussi surestimer l'échauffement du sol et l'échauffement du coup des basses couches et donc le développement de la convection. Voilà. Et puis, dans les modèles haute résolution, même s'ils ont une bonne résolution verticale, malheureusement, il y a des phénomènes qui leur échappent toujours un petit peu en automne et en hiver. Bon, c'est pas la saison de vol, mais dans certains clubs, on vole toute l'année, donc je pense que c'est pertinent de le mentionner ici. Les modèles ont tendance, de manière générale, à sous-estimer un petit peu la formation des nuages bas ou des brouillards. Donc, méfiance en automne et en hiver. C'est le cas en automne et en hiver. En été, ce n'est pas le cas. Mais en automne et en hiver, on a souvent une tendance à une surestimation de l'ensoleillement et des températures parce qu'en fait, les modèles ne dissipent, enfin justement, dissipent trop vite tous les stratus et les brouillards. Et puis, quand on est dans des situations avec des phénomènes météorologiques extrêmes ou des phénomènes rares, eh bien, il faut se méfier aussi. Par exemple, avec des orages très violents, l'intensité des phénomènes peut être aussi sous-estimée. Ce n'est pas systématique, mais c'est un signal qui est quand même assez récurrent. Donc voilà, c'est bien d'avoir en tête un petit peu toutes ces situations dans lesquelles, malgré tout, il y a des erreurs qui persistent. Et dans ces situations-là, d'être capable de se dire, ah, attention, peut-être que les prévisions, qui sont totalement automatiques, sont un petit peu à côté de la réalité. Et donc là, il faut être capable de nuancer et peut-être d'être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe en temps réel, de prendre peut-être plus de marge aussi. Alors,
Maintenant, on va s'attaquer à ce qui vous intéresse pour terminer avec les sites dédiés aux prévisions pour le vol à voile. Je repasse la main à Franck. Oui. Alors, oui, bon, pour introduire donc, la question des sites Vélivol, je rappelle que nous sommes terriblement exigeants, hein, puisque nous, idéalement, ce que nous voudrions, c'est ce qu'on appelle le plafond et la présence de cumulus. Alors, le plafond, pour nous, météorologues, ce serait plutôt la hauteur de la couche limite atmosphérique, la hauteur de la couche convective. Ça, c'est quand on est en thermique pure, et puis la base des cumulus quand il y a des cumulus. On voudrait la vitesse des ascendances, idéalement à 0,1 mètre seconde près, la durée de la convection, idéalement, disons, à 30 minutes près, et puis la possibilité de vol en ondes. Le problème est que, si là tu peux avancer, Aude, c'est que ces trois premiers paramètres, en tout cas, ne sont pas calculés explicitement par les modèles, comme l'a dit déjà Aude précédemment. Par exemple, le plafond n'est pas un paramètre pertinent pour un modèle météorologique. Bien sûr, il y a une couche limite convective dans un modèle, et encore, elle est paramétrée par l'intermédiaire de l'énergie cinétique turbulente. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est en sortie standard du modèle, ce fameux plafond de la volable, pour nous en tout cas. Pareil pour la vitesse des ascendances, Aude l'a dit, comme les petits cumulus, les thermiques d'été par exemple, ne sont pas représentés explicitement, il n'y a pas de VZ calculé dans les modèles de, de prévision météorologique à grande échelle. On ajuste automatiquement le profil de température dû à l'influence des thermiques, mais on ne calcule pas explicitement les VZ sous chaque cumulus. Même chose pour la convection, la durée de la convection n'est pas quelque chose qui est défini de façon fixe, donc c'est quelque chose d'assez subjectif. Pour le quatrième, la possibilité de vol en ondes. Alors là, c'est vrai par contre qu'on a fait beaucoup de progrès ces dernières années suite à l'augmentation des capacités de calcul et l'augmentation de la résolution horizontale qui a permis une meilleure représentation de la topographie, même si on n'a pas encore la topographie complètement désirable pour une représentation précise des ondes orographiques, donc des ondes de relief. Mais c'est vrai que là, maintenant, on peut, avec les modèles à haute résolution tels qu'AROM, ce n'est pas le seul, on peut commencer maintenant à avoir des bonnes prévisions de vol en ondes. Donc sur le dernier point est moins négatif, mais pour les trois premiers, en tout cas, il va falloir trouver une solution. Et donc, ce qu'on fait et ce que font les sites Vélivol que l'on consulte régulièrement, c'est du post-traitement. C'est-à-dire qu'on va utiliser les prévisions brutes des modèles pour en ressortir les calculs, les données utiles au Vélivol. Donc, en pratique, on va utiliser une espèce de surcouche ou un petit modèle a posteriori, si vous voulez, qui en fait est extrêmement simple. Ça va se résumer à une ou deux équations, comme va le montrer Aude, et qui vont être plus ou moins empiriques ou compliquées. Alors Oui. exactement. Et dans notre cas, ce qui nous intéresse évidemment, c'est pas forcément la pression, la température, le vent et l'humidité. Ça, c'est des choses que les modèles peuvent fournir de manière brute. Donc, ça veut dire que ça, ce sont des paramètres qu'on va pouvoir calculer point par point. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont des choses beaucoup plus spécifiques. Et donc, ça fait partie des paramètres qui seront calculés a posteriori, euh, après la modélisation sur la base de ces paramètres bruts qui sont fournis par les modèles. Donc ça peut être des indices spécifiques pour décrire la turbulence, le cisaillement, etc. Et pour la convection, on va avoir deux paramètres qui sont vraiment critiques pour nous, que sont la hauteur de la couche convective, donc en gros la hauteur des thermiques, et puis la force des thermiques. Ça, évidemment, ce sont deux paramètres qui ne sont pas euh, disponibles directement dans les prévisions brutes des modèles et donc on va devoir diagnostiquer. Alors, pour la hauteur de la couche convective H, il y a énormément de possibilités de la calculer. Et évidemment, d'un modèle à l'autre, ça change. Et on n'a pas forcément accès à cette information pour tous les modèles, pour tous les outils. Donc il peut y avoir des hypothèses
des calculs qui sont basés sur, par exemple, un seuil d'énergie cinétique turbulente. En gros, on se dit, à partir de l'altitude à laquelle l'énergie cinétique turbulente passe en dessous d'une certaine valeur, on considère que la couche n'est plus suffisamment brassée et donc que la convection s'arrête à ce moment-là. Pareil, on peut faire des hypothèses avec d'autres paramètres, par exemple la flottabilité, qui caractérise la capacité d'une parcelle à monter, etc., etc. Il y a plusieurs possibilités de calculer cette hauteur-là. Et là, je vous montre un exemple avec un profil journalier de l'évolution de l'énergie cinétique turbulente au cours d'une journée d'été bien ensoleillée qui est prévu par arôme. Donc en gros, en rose, vous avez les secteurs, les plages d'altitude dans lesquelles l'énergie cinétique turbulente est la plus forte. Et puis quand on va vers le bleu, ça diminue. Donc ça, en ordonnée, pardon, c'est l'altitude en mètres. Donc vous voyez, c'est un profil qui est tout à fait représentatif d'une belle journée d'été. On voit que au début, l'énergie est quasi nulle et que ça commence à s'éveiller en cours de matinée, que la hauteur dans laquelle l'énergie cinétique turbulente est marquée devient de plus en plus grande. On atteint les 1000-1500 mètres. Et puis ensuite, ça rediminue en fin de journée avec la baisse du rayonnement solaire. Et donc, vous voyez que l'énergie cinétique turbulente, de manière qualitative, ça représente plutôt bien la couche limite. On voit que ça se met en place le matin, ça augmente, ça atteint un pic en cours d'après-midi et puis ça rediminue le soir. Mais juste avec ce seul paramètre-là, eh ben, on pourrait choisir différents seuils, différentes valeurs pour définir la hauteur de la couche convective. Et d'un modèle à l'autre, évidemment, c'est pas la même valeur qui est prise comme seuil. Donc vous voyez déjà, pour calculer ce paramètre-là, c'est pas si évident. Maintenant, si on regarde comment on calcule la vitesse verticale des thermiques dans les outils de prévision pour le vol à voile, et ben la plupart du temps, en gros, on utilise une formule qui relie la vitesse verticale des thermiques à la hauteur de la couche limite fois le flux de chaleur qui est transféré du sol à l'atmosphère, et le tout à la puissance 1 tiers. En gros, si on trace cette relation avec des constantes qui sont réalistes, raisonnables, eh ben on voit que la vitesse verticale des thermiques, elle augmente quand même avec la hauteur de la couche convective. C'est pas très surprenant comme résultat, mais là c'est une courbe que j'ai tracée en faisant une hypothèse sur les valeurs des constantes, mais en fait, d'un outil à l'autre, par exemple, entre Xterm, Vélivol, Météoparapente, SkySight, ils ne vont pas utiliser les mêmes hypothèses. Donc déjà, ils vont peut-être pas utiliser le même H, et en plus, ils vont peut-être pas utiliser les mêmes constantes. Donc voilà, en fonction de ce qu'il y a dans l'outil, eh ben, le résultat, il va pas forcément être toujours aussi qualitatif ou représentatif des conditions météo dans la région dans laquelle on vole. Et vous l'avez peut-être remarqué, il y a des outils qui peuvent être un petit peu optimistes de manière générale et d'autres qui sont plutôt pessimistes, ou bien qui vont être performants en montagne et moins performants en plaine ou inversement. Et bien tout ça, c'est lié aux hypothèses qui sont faites sur le calcul de ces paramètres-là. Et malheureusement, même moi, je ne sais pas comment ils sont calculés dans tous les sites de prévision Vélivol, parce qu'évidemment, ils gardent ça bien pour eux. C'est c'est un calcul qui est quand même déterminant dans l'appréciation de l'outil par les Vélivoles, et donc ils veulent évidemment pas le dévoiler. Alors, pour ce qui est des... Avant de détailler les sites, enfin présenter les sites Vélivol un par un, on peut les séparer en deux familles, en fait. Il y a d'abord les sites qui font leur propre prévision météo, c'est-à-dire qui ont leur propre modèle à domaine limité. Vous vous souvenez, c'est un modèle donc, qui va être centré sur une zone d'intérêt. Évidemment, ils n'ont pas les moyens d'avoir un modèle global pour
pour forcer leur modèle. Donc, ils ont un modèle à haute résolution qui va être forcé aux limites par un modèle global. Ils ne font pas d'assimilation de données, hein, bien sûr, hein, puisque ça, c'est quelque chose qui demande aussi des moyens de calcul absolument énormes. Et donc, ils vont utiliser une analyse qui est fournie par ailleurs, qui va être gratuite, par exemple, en général, par la météo américaine et le modèle GFS, on peut prendre donc des analyses qui sont disponibles sur étagère presque, et qui pourront être utilisées pour l'état initial de leur modèle haute résolution. Et pour forcer leur modèle à haute résolution sur les bords du domaine, ils vont aussi utiliser des prévisions et analyses du modèle américain, par exemple. Et ils vont faire leur propre post-traitement similaire à ce que vient d'indiquer Aude. Et puis la deuxième famille, c'est ceux qui n'ont pas leur propre modèle, mais qui se basent sur les prévisions des grands centres, par exemple celui de Météo France ou de la météo allemande, mais ça peut être aussi la météo suisse. Et ils vont faire leur propre post-traitement, donc ils vont calculer H et VZ, mais sans leur propre modèle, en fait. Ils utilisent directement les prévisions des grands centres. Alors, juste pour remettre dans le contexte, hein, les effectifs de ces sites Vélivol, c'est compris en général entre 1 à 4 personnes. Au niveau du développement, c'est plutôt proche de 1 que de 4. Donc, ce sont vraiment des structures artisanales, hein. C'est de l'artisanat de qualité, hein, mais ça reste de l'artisanat par rapport à la force de frappe, disons, d'un grand centre, où là, ce sont des centaines d'ingénieurs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, que ce sont des moyens quand même assez limités de développement et de calcul informatique également. Donc, Aude va vous présenter maintenant les principaux sites que nous utilisons en tant que Vélivol. Ouais, alors rapidement, un petit aperçu des sources météorologiques qui sont utilisées par ces différents sites, parce que c'est pas forcément quelque chose dont on a conscience, et c'est pour vous rendre attentif à la nécessité de savoir ce qui se cache derrière. C'est vrai que vous avez vu que tous les modèles météorologiques ne sont pas tous performants. Ils n'ont pas la même résolution, ils n'ont pas forcément les mêmes données assimilées. Il y a vraiment des grosses différences de qualité de l'un à l'autre, et donc c'est important de savoir ce qu'il y a derrière les prévisions de ces outils-là. Donc, on va commencer rapidement avec Top Météo. Lui, il utilise une analyse à grande échelle qui est fournie par le modèle des Américains, le GFS, qui n'a pas une super résolution, hein. Lui, il est à 22 km. Donc, c'est pas un modèle qui est très qualitatif pour nous, mais ils font une prévision à haute résolution avec un modèle qui s'appelle le WRF, le WRF, qui est un modèle haute résolution régionale que l'on peut un petit peu utiliser pour n'importe quelle région du monde, à condition évidemment de l'adapter comme il se doit. Mais donc c'est comme ça qu'ils font, Top Météo. Ils ont un WRF qui est forcé à ses limites par le GFS. Météo parapente, c'est un petit peu la même approche, avec probablement un paramétrage du modèle MyFin un peu différent, mais c'est aussi un recours au modèle américain. SkySight, eux, ils ont fait le choix d'utiliser plusieurs sources de données, enfin un maximum de sources de données, je dirais même. Donc à grande échelle, ils ont les analyses du GFS, et puis ou bien du icône global qui est fourni par le centre allemand de prévision, le Deutsche Wetterdienst. Donc on peut choisir en fait dans SkySight l'un ou l'autre. Et puis à haute résolution, pareil, il a récupéré le modèle MyFin américain, et il a mis également à disposition les données du modèle haute résolution de Météo Suisse. Donc ça, c'est tout nouveau parce que c'est des données qui ont été partagées, rendues accessibles seulement l'année passée. Et ça, c'est un modèle qui fournit plein de champs intéressants, notamment pour la prévision d'ondes. On a les vitesses verticales de icône CH1 pour les Alpes, y compris les Alpes françaises, hein, parce que Météo Suisse, c'est pas que la Suisse, ça couvre tout l'arc alpin. Donc, sachez que vous avez beaucoup de paramètres disponibles dans SkySight. Et ce qui est pas mal dans cet outil-là, c'est qu'effectivement, on peut choisir l'une ou l'autre des sources.
Et donc, ça permet aussi de cerner un peu la, la fiabilité de la prévision. Si vous avez d'un modèle à l'autre la même évolution prévue, bah, vous pouvez vous dire que la situation est quand même relativement fiable. En revanche, si les deux modèles donnent des choses vraiment très opposées, alors là, attention, c'est que la situation n'est pas évidente et peut-être qu'il faut regarder une troisième source pour départager les modèles. Voilà. Et d'autres sites qui, eux, se basent sur des modèles développés par des centres de prévision sans les retoucher et en faisant juste un post-traitement après coup, c'est Xterm ou Top Term, anciennement Top Term, mais qui fournit encore un abonnement de Java Top Task sur demande. Mais la nouvelle interface est plutôt sympa aussi. Donc lui, il est basé sur le modèle à haute résolution icône D2 du DVD, donc les Allemands. Et je viens d'apprendre qu'il a aussi intégré certains paramètres du modèle suisse icône CH1. Donc ça permet de panacher un petit peu les sources de données. Donc ce sont deux modèles qui sont très bons, hein. Icône D2, c'est un modèle qui est très bien pour sur tout son domaine. Et puis on a également le modèle de météo suisse qui est pour tout l'arc alpin et qui couvre aussi une partie de la France. Donc c'est des modèles qui sont très qualitatifs. Et lui, il fait sur ces données-là tourner un petit modèle de convection qui lui permet d'obtenir les paramètres qui nous intéressent. Donc la vitesse des thermiques, la hauteur du plafond. Il y a également un diagnostic de vitesse verticale. Enfin voilà. Et puis Vélivol, c'est aussi un site qui est très intéressant. Il est le seul à utiliser les données du modèle Arôme de Météo France. Euh, il il doit probablement effectuer le calcul qu'on vous a présenté juste avant pour obtenir la vitesse verticale des thermiques. Donc, il choisit une hauteur de couche limite et puis ensuite, il l'utilise pour calculer les VZ. Et l'avantage de Vélivol aussi, c'est qu'il y a plusieurs sources de données. Donc, il y a aussi le modèle icône euh, du centre allemand. Voilà. Donc différentes interfaces qui n'utilisent pas les mêmes sources de données météorologiques. Donc ayez toujours ça en tête. Un modèle pertinent, c'est un modèle qui a une bonne résolution, qui couvre le domaine qui vous intéresse de manière exhaustive. Si c'est un modèle où vous vous trouvez juste au bord du modèle, c'est pas forcément pertinent pour votre région. Idéalement, il faut que votre région, elle soit quand même bien au centre du modèle. C'est mieux pour la qualité de la prévision. Et puis, bah, c'est un modèle qui documente aussi ce qu'il fait. Donc, je vous invite à creuser les documentations de ces différents modèles parce qu'on apprend toujours pas mal de choses sur les forces et les faiblesses aussi des modèles. Alors, pour terminer, un petit exemple d'une situation où l'interprétation est nécessaire. C'est une situation où les sols étaient gorgés d'eau. Je pense que vous vous en rappelez, c'était l'été 2021 qui a été très humide en France avec une situation de gouttes froides persistantes au mois de juin et début juillet qui a donné de forts cumuls de précipitations pendant quasiment 2 mois et qui a causé des inondations d'ailleurs. Et là, vous avez une carte que je trouve très intéressante, qui est la carte des cumuls de précipitations sur les mois de juin et juillet 2021, qui est extraite du bilan climatique de Météo France, et où on voit en fait en couleur les zones dans lesquelles il a le plus plu. Donc en gros, plus on tend vers le bleu, plus les cumuls ont été importants, et vers le rouge, c'est plus ça a été sec. On voit qu'il y a eu pas mal de records. En rouge, ce sont tous les records de pluie depuis l'ouverture de ces stations-là. Donc c'est quand même pas anodin de battre des records de précipitations en juin et juillet. On va s'intéresser au centre de la France. Vous voyez qu'il y a eu quand même passablement de précipitations dans le centre, même si toutes les régions globalement ont été concernées sauf le sud, mais le centre a été particulièrement arrosé. Et justement, l'été 2021, c'était l'été du championnat du monde des petits planeurs à Montluçon. Et j'étais là-bas et on a effectivement constaté pendant 3 semaines que les prévisions
de tous les outils était systématiquement optimiste par rapport à la réalité. Et donc j'ai par curiosité été voir les archives météo disponibles sur Xterm pour la fin du championnat. Le 20 août, c'était la dernière épreuve du concours pour la région de Montluçon. Donc si on regarde cette coupe prévue par Xterm, on voit quand même que ça n'a pas l'air d'être une si mauvaise journée que ça. Les plafonds sont certes assez bas, hein, on voit 1200-1400 mètres au mieux en fin d'après-midi, mais on voit des thermiques quand même prévues à 1,5 m dès le départ, qui vont se renforcer à 2 mètres et même par moment des pointes à 2,5 m, avec par-dessus tout des petits cumulus. Donc c'est top. A priori, cette coupe, elle est quand même plutôt engageante. Et ce qui est très surprenant, c'est que ce jour-là, les meilleurs pilotes du monde en classe standard y font 141 km à 62 km/h de moyenne, en classe standard. Donc ça interpelle un petit peu parce que c'est vrai qu'on se dit, ah bah c'est étonnant, d'habitude on tourne plutôt à plus de 100 km/h quand on a du 2 mètres et demi. Et ben en fait, si on regarde les fichiers de vol et les statistiques de vol du vainqueur du jour, l'italien, et ben on se rend compte que son vario moyen sur le vol c'est 0,7 et que son meilleur vario du jour, c'est 2 mètres. Donc vous voyez, entre ce que la prévision nous offrait et puis la réalité en vol, il y a quand même un petit décalage. On voit qu'en revanche, au niveau des plafonds, c'était pas si faux parce que le profil, il montre que le pilote, il est monté plusieurs fois à 1250 mètres, donc c'est pas mal. Mais sur les vitesses verticales, il y avait quand même de la déception. Et cet exemple, eh ben, il montre qu'effectivement, dans le cas où les sols sont gorgés d'eau, ce que les modèles ne tiennent, ce dont les modèles ne tiennent pas compte, eh bien, on va avoir des prévisions de thermique qui sont optimistes. Et ça, si vous n'en avez pas conscience et que vous faites confiance à la prévision telle qu'elle est, bah, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises dans certaines situations. Voilà. Donc, quelques bonnes pratiques pour terminer quand on fait des prévisions météo. Donc déjà, évidemment, c'est d'avoir une idée des grandes situations météorologiques qui sont favorables, à la fois en thermique et en ondes quand on vole en montagne. C'est d'être capable d'analyser la situation générale, donc c'est-à-dire une carte à l'échelle de l'Europe, carte des fronts par exemple, ou une carte du géopotentiel en altitude. Ça, ce sont des champs qui vont vous aider à dire, ah bah tiens, on est plutôt dans un contexte de haute pression, un contexte dépressionnaire, passage d'un front froid, une traîne active, etc. Ensuite, une fois qu'on a une idée de la situation générale, on va pouvoir utiliser des modèles. Donc, j'ai mis utiliser des modèles bruts performants. Pourquoi? Parce que les modèles bruts, il n'y a pas eu de post-traitement statistique, donc il n'y a pas eu de cuisine opaque sur le calcul de certains paramètres. Là, c'est du brut. Donc, on va regarder par exemple le vent, les températures, la couverture nuageuse avec des modèles à haute résolution. Si on est dans une situation où potentiellement il y a de l'incertitude, par exemple avec des orages, là, c'est bien de compléter avec des prévisions d'ensemble. Sur ces modèles-là, vous les avez, les prévisions d'ensemble Arome et Icône CH1, elles sont disponibles sur Météo Ciel, par exemple, ou bien sur le site de Météo France ou de Météo Suisse pour Icône CH. Donc, je vous invite à aller vraiment vous confronter à ces prévisions d'ensemble parce que ça vous permet vraiment d'estimer la probabilité de certains scénarios. Et ensuite seulement, on va regarder les prévisions d'outils qui sont dédiés au vol à voile, comme Xterm, SkySight, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une combinaison entre toutes ces choses qui fait qu'on est le mieux armé face aux situations météo. Et donc, pour revenir sur les modèles, effectivement, il y a eu de nets progrès dans les modèles de prévision ces 20 dernières années et ils s'améliorent encore en continu, hein. On voit que d'année en année, les scores de vérification donnent des valeurs toujours plus hautes, avec évidemment une petite baisse en été à cause des orages,
Mais globalement, d'année en année, on voit quand même que ça monte gentiment. Et tout ça, c'est grâce à pas mal de choses. Mais malgré tout, les prévisions euh, automatiques qui sont fournies par les apps et les sites météo pour le vol à voile, elles restent quand même limitées dans certaines situations. Et en plus, nous, ben, on a besoin de certains paramètres qui ne sont pas toujours disponibles. En tout cas, pour le vol en thermique, on sait qu'on ne peut pas calculer de façon euh, fiable la vitesse verticale des thermiques. On n'est pas capable de modéliser un thermique dans un modèle. C'est pas le cas et ce sera probablement jamais le cas pour les modèles opérationnels. Et donc, il faut avoir en tête que tous ces paramètres-là, ils sont calculés a posteriori avec des hypothèses qui sont variables d'un outil à l'autre. Pour le vol en ondes, on arrive dans dans des gammes de résolution, des modèles qui permettent de faire des prévisions d'ondes assez fiables. Typiquement Arome, qui est le modèle qui est utilisé par les vélivoles qui font des grands vols en ondes, ça marche très bien. Et leur expérience, elle montre qu'effectivement, les modèles comme Arome, Icon CH, c'est des modèles qui sont pertinents pour la prévision d'ondes, mais pas encore pour le vol en terre. Les sites de prévision Vélivol, ils profitent du partage croissant des données météo. Ils ont une ergonomie qui est très pratique. Mais ce qui est toujours délicat, c'est que leurs techniques de post-traitement sont très peu documentées. Et quand on leur pose des questions, ils n'y répondent pas. Et donc, c'est difficile d'évaluer ce qu'il y a derrière. Et à part par l'expérience de ces prévisions-là, eh ben, on n'est pas vraiment capable de challenger la qualité des prévisions. Donc moi, j'ai toujours un petit peu de peine quand je ne sais pas ce qu'il y a derrière à utiliser un outil. J'aime mieux qu'on me donne une doc la plus complète possible. Et puis dans certaines situations, notamment les orages, mais aussi les situations où on a des aérosols, où on a des anomalies d'enneigement dans les Alpes, etc., l'interprétation reste incontournable. Et cette interprétation, elle se base sur votre propre expérience, sur des modèles adaptés, plusieurs sources de modèles idéalement, on compare deux modèles différents, et puis vous pouvez vous appuyer sur l'expertise, j'ai mis des prévisionnistes, mais l'expertise aussi des gens expérimentés dans votre club ou dans la région dans laquelle vous allez voler. Il y a des gens qui ont une super expérience, super expertise, et donc ils pourront vous conseiller. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu plus long que prévu. Voilà. Encore une prévision qui n'a pas fonctionné tout à fait. C'est comme l'atmosphère. Il y a de l'imprévu. Il y a de l'imprévu. Mais voilà. Je vous remercie pour votre attention. En fin de présentation, là, j'ai mis quelques sites qui peuvent être utiles pour la prévision générale ou pour pour le vol à voile. Je pense que vous les connaissez.